Donc, je suis professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, PSL. J'ai dirigé le laboratoire de sciences sociales pendant une dizaine d'années et je travaille sur les questions du travail, de l'emploi, des politiques sociales, mais aussi des questions qui sont relatives à la transition écologique. Et c'est dans ce cadre que je me suis intéressée à la question de la croissance. Alors, celui dont nous allons parler tout à l'heure dans la conférence, ça n'est pas le dernier. Celui dont je vais vous parler, c'est un livre qui a été écrit en 2013, que j'avais intitulé « La mystique de la croissance ». Et je m'étais intéressée, vous savez, le mystique, c'est une foi un peu irrationnelle dans quelque chose. Et donc, je m'étais demandé pourquoi il y avait une telle passion, notamment parmi les responsables politiques, mais aussi pour beaucoup d'autres acteurs, pour la croissance. C'est-à-dire, si vous regardez les discours, vous voyez qu'on ne cesse de dire « Ah, mais il faut absolument que la croissance revienne, et alors tout ira bien ». Et donc, je me suis intéressée. Alors, j'avais commencé il y a bien longtemps, en 1999, j'avais écrit un premier livre qui s'appelait « Qu'est-ce que la richesse ?», dans lequel j'avais essayé de comprendre d'où venait cette nécessité, cette passion pour la croissance. Et donc, dans la mystique de la croissance, je vais un peu plus loin. Je reviens en effet sur la généalogie presque, mais je m'intéresse un petit peu plus à la manière dont on pourrait se libérer de ce fétichisme. C'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est « Comment s'en libérer sans point d'interrogation ». Donc c'est une espèce de récit de la manière dont on pourrait relativiser notre croyance à la croissance, et plus particulièrement, parce que qu'est-ce que c'est la croissance? C'est la croissance du produit intérieur brut. Donc comment on pourrait se doter d'autres instruments de mesure qui nous guideraient sans doute vers des comportements, vers des pratiques, vers des politiques beaucoup plus respectueuses de l'environnement et de la cohésion sociale. Alors, je vous remercie beaucoup de nous avoir permis de discuter, parce qu'en fait, je reviens dans cet ouvrage sur un moment très important, c'est les années 80, et la théorie de la croissance endogène, une nouvelle théorie qui arrive et qui nous dit qu'en fait, la croissance, elle vient de l'augmentation du capital économique, mais aussi surtout du capital humain. Et donc, comment on va faire croître ce capital humain? Eh bien, en augmentant les années d'études et surtout en innovant. Et donc, il y a une sorte de boucle comme ça, auto-entretenue de la croissance qui vient de l'enrichissement du capital humain et plus particulièrement encore de toutes les innovations techniques qui vont permettre d'améliorer sans cesse la croissance. Je crois que c'est là que nos travaux se rejoignent. Alors nous, avec mes collègues, j'ai deux collègues avec lesquels je travaille beaucoup, deux économistes qui s'appellent Jean Gadret et Florence Janicatrice, nous proposons la notion de post-croissance. C'est-à-dire on n'utilise pas la notion de décroissance parce qu'on considère qu'elle est encore mal comprise aujourd'hui. Donc on parle de post-croissance, c'est-à-dire de relativisation de l'indicateur produit intérieur brut. Si vous voulez, en gros, ce qu'on propose, c'est d'encadrer notre production, et vraiment la production qui est explicitée par le produit intérieur brut, dans deux autres indicateurs, l'empreinte carbone, pour faire en sorte que cette production elle respecte les limites planétaires, et l'indice de santé sociale, pour parvenir à ce que la décroissance de la production matérielle se fasse de manière, je dirais presque égalitaire, avec un souci que les besoins de tous soient satisfaits en quelque sorte. Alors j'ai envie de vous dire les deux, mon capitaine. Il faut absolument être sociologue pour avoir conscience, je dirais, de la diversité des points de vue des acteurs. C'est très important si on pense à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, par exemple, c'est-à-dire on avait oublié en effet qu'un certain nombre de personnes allaient mal prendre ces mesures. Et puis il faut être ingénieur parce qu'il faut être, j'ai envie de dire, les pieds dans le sol. Il y a trop de sciences qui sont hors sol. Et aujourd'hui, on a absolument besoin de quitter le monde artificiel et de revenir
revenir dans le sol pour comprendre, justement, pour rester dans les limites planétaires et savoir comment on va pouvoir le faire.